hôpitaux, etc. Mais il n'y a pas que cela. La diaspora aujourd'hui, elle est multiforme. Donc aujourd'hui, quand nous discutons de la problématique, par exemple, du rapatriement, il ne faut pas avoir que la vision associative. Je vous donne un autre exemple. Les gens qui viennent se soigner ici, la plupart du temps, parce qu'au pays, il n'y a pas les moyens. S'ils décèdent là, comment ils rentrent? Ils rentrent avec nos cotisations. Ils n'ont pas de moyens. Donc il ne faut pas dire vos caisses, on n'en a pas besoin. On en a besoin. Seulement, il faut une autre organisation. Il faut être structuré autrement. La problématique, quand j'entends par exemple que vous voulez féliciter les Sénégalais de la diaspora, représentatifs de nous, qui ont réalisé des choses pour la communauté, ou bien dans le cadre professionnel, etc. Il y a des associations qui le font, tous les ans. Je pense qu'il faut se rapprocher auprès de ces associations-là, essayer de mutualiser nos forces et de travailler dans cette direction. Vaut mieux que la DGSE utilise ce qui se fait de mieux chez nous, ou que de réinventer la poudre à Dakar pour nous le proposer. Voilà un peu la démarche que je voulais proposer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas une courroie de transmission pour travailler sur ces questions-là, nous n'avancerons pas. Et depuis 30 ans, toutes ces questions-là qui sont posées sont liées sur une problématique de l'organisation de la diaspora. Le dernier exemple que je vais prendre, c'est la question de la Maison du Sénégal. Vous n'en avez pas parlé, et c'est une des grandes revendications de la diaspora. Il nous faut des maisons du Sénégal, des lieux où les Sénégalais peuvent se retrouver, discuter, parler de notre culture, lorsqu'on a des problèmes, pouvoir voir comment on peut les résoudre, etc. Je vous donne qu'un seul exemple, puisqu'on a parlé de la problématique des retraités. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement des retraités à vie, compte tenu que lorsqu'on a des petites retraites, et c'est l'essentiel de notre communauté, on ne peut plus rentrer. Pourquoi? Parce que si on rentre, l'aide complémentaire qu'on nous donne pour pouvoir avoir un minimum de retraite décent nous est enlevée dès lors qu'on quitte le territoire français. Ça, c'est Sarkozy qui l'a fait. Bon. Qu'au fond aujourd'hui notre communauté? Ben, nos parents qui sont là, ben, ils restent ici immigrés à vie. Parce que cet argent-là, ils en ont besoin pour l'envoyer au pays. Donc eux qui étaient venus travailler quelque temps et retourner pour voir leur fils, leur petit-fils évoluer auprès d'eux, ils ne peuvent plus parce qu'au niveau financier, ils ne peuvent pas assumer la perte de presque 700 € sur leur retraite. Donc qu'est-ce qu'on fait? On crée aujourd'hui des associations comment on appelle ça? Du troisième âge, c'est-à-dire que la personne se lève le matin de son foyer, elle ne sait pas quoi faire, elle vient, elle nous rencontre, on discute avec elle, à midi, elle part chez elle, dans son foyer, il refait sa popote, il revient à 14 h chez nous, à 17 h, il rentre chez lui comme s'il travaillait. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de ces 700 € qu'on lui enlève. Donc aujourd'hui, cette problématique étant présente, si on avait une maison du Sénégal ou des maisons du Sénégal, nous pourrons recevoir notre communauté, discuter, en attendant que nos autorités puissent régler ces questions-là qui sont liées à des questions d'accord d'État. Donc voilà. Je vous demande à Zakaria de commencer à faire la liste pour ceux qui veulent intervenir, le temps juste de terminer, et demander aux deux prochains intervenants d'être vraiment brefs et concis. Avant de poser ma question, je vais mettre une petite mise au point. Parce que M. Idriss Senya a parlé tout à l'heure de Namora, c'est-à-dire de M. Aline Badrabayan qui est en prison. Effectivement, il est en prison. Mais il faut savoir que la coopérative d'habitat Une Femme en Toit continue à exister. La preuve, nous avons donné 35 clés le 25 juillet passé. Et à savoir qu'on est en train de terminer, merci, que nous sommes en train de terminer d'autres maisons pour le remettre à notre membre. Et moi je dis aussi que pourquoi M. Idriss Senya il ne part pas faire l'expertise des bâtiments qu'Une Femme en Toit à Tivaouane Peulh, pour savoir si Namora doit de l'argent à une femme en toit ou si c'est une femme en toit qui doit à Namora. Maintenant je reviens à ma question. Ma question est, pour les terrains qu'on parle que les promoteurs vont donner, que c'est des qu'on peut le payer sans intérêt, qu'en est-il pour les maisons? En combien de temps qu'il faut payer les appartements et les villas? Et quels sont les taux d'intérêt? Je vais parler aussi pour les exonérations. Nous avons du matériel médical.
La dernière fois, nous avons envoyé notre matériel médical et on a payé la douane. Actuellement, l'hôpital qui nous avait offert ce matériel-là nous donne encore d'autres matériels médicaux qui est là. Là, nous hésitons à l'emmener parce qu'on ne sait pas comment faire pour avoir cette exonération de douane. Merci. Comment? Oui, merci. Je rappelle pour ceux qui veulent avoir des informations relatives. Très longue. Et je pense que l'essentiel des questions qui ont été posées peuvent se résumer en 3 groupes essentiellement. Nous avons beaucoup de questions liées à l'habitat, le climat de confiance, la sécurisation de la démarche, le suivi de tout ce qui a été dit. Une autre série de questions liées à l'investissement. Comment y accéder? Quelle méthodologie mettre en œuvre? Ensuite, éventuellement, les mesures circonstanciées à porter ensemble pour que nous puissions atteindre nos objectifs dans ce domaine-là. Et une autre série qui est liée à la dynamique d'organisation des associations des Sénégalais de l'extérieur. Évidemment, il y a eu beaucoup de remerciements, beaucoup de félicitations que nous partageons tous. Parce que chacun de nous a fait justice sur soi-même pour être présent ici. Et nous vous les retournons, ces remerciements et ces félicitations. Parce que sans vous, notre condition d'existence serait remise en cause. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de la direction générale des Sénégalais de l'extérieur. Évidemment, il y a une question plus ou moins pour titiller, pour l'un de nos doyens, en mettant la corrélation entre la DSE et la DGSE. Et c'est l'occasion d'ailleurs de me féliciter de la présence de la DSE, des militants et militantes de l'APR, mais aussi des militantes et militants de la coalition qui gère le Sénégal politiquement aujourd'hui. Je suis de ceux-là qui pensent en tout cas que la politique n'est pas mal en soi. C'est que nos mauvaises habitudes que nous transposons dans la politique qui donnent la mauvaise image à la chose politique. Et nous avons l'obligation de la parfaire. Nous avons l'obligation de la parfaire, cette politique-là. Et je fais partie de ceux-là, en tout cas, qui pensent que nous devons relever les défis pour que la politique soit mieux attractive, que les mœurs et les pratiques politiques soient mieux assainies au Sénégal. Il y va de notre intérêt, parce que les partis politiques aujourd'hui au Sénégal sont tellement nombreux que chacun d'eux aspire à diriger le Sénégal, mais comment diriger le Sénégal? C'est la grande question. Ce qui m'amène à parler de la question de l'accès à l'habitat au Sénégal et à l'extérieur. Lui, politique, président de la République, dit 30% Sénégalais de l'extérieur. Discrimination positive. Mais il faut qu'on s'organise pour y accéder. M. Niang l'a dit tout à l'heure. Le passé, on en tire des enseignements pour mieux faire face à l'avenir. Dans le passé, vous étiez des proies parce que vous êtes solvables. Excusez-moi de l'expression. Les promoteurs immobiliers ne l'étaient que de nom. Ils allaient voir une famille héritière qui a 10 hectares, 20 hectares, 40 hectares quelque part à Dakar. En tant qu'agent commercial, ils se proposaient de vendre ces terrains-là. Ils ont un cachet, ils n'ont pas un agrément, ils n'ont rien. Et ils viennent voir les Sénégalais de l'extérieur avec un titre foncier qui n'est pas à leur nom ou un titre de propriété qui n'était pas à leur nom. Et ils vendaient ces maisons à plusieurs personnes en même temps. C'est un drame. C'est plus qu'un scandale. Pour stopper cela, la division Habitat que dirige M. Niang, qui est architecte de son État, instruit toutes les demandes que les coopératives, autant pour moi, que les promoteurs immobiliers nous envoient. Nous en avons plus de 40 demandes aujourd'hui. Mais il n'y a que 2 ou 3 que nous avons acceptées, avec qui nous avons accepté de collaborer.
Vérification faite au milieu du ministère de l'Habitat, leur agrément est douteux. Vérification faite qu'ils n'ont aucun personnel, ils ne cotisent pas au niveau de l'IPRES, ils n'ont aucun personnel qu'ils prennent en charge. Mais comment ce dernier peut-il venir vendre des maisons alors que on est dans un domaine à milliards où tu dois avoir un minimum de personnel à entretenir? Il y a un problème. Si vous nous faites confiance, vous ne serez plus roulé dans la faille. Je vous en donne l'engagement ici, devant vous, devant cette tribune-là. Mais si vous pensez autrement, ou vous commentez, ou vous allez au-delà de mes simples propos, vous en assumez également la responsabilité. Si une coopérative d'habitat identifie un promoteur immobilier avec qui il veut acter une convention pour que les membres de sa coopérative, au bout de 2 ans, 3 ans ou 4 ans, c'est selon la durée ou la périodicité qui a été retenue de commun accord, pour les membres de sa coopérative, si nous sommes informés, nous serons co-signataires de cette convention. Vous signez en tant que coopérative, le promoteur immobilier signe, nous signons au nom de l'État du Sénégal. Mais nous, avant de signer, on va prendre toutes les précautions. D'abord, si le terrain que vous vendez vous appartient, oui ou non. Quels sont les droits que vous avez sur ces terrains-là? Est-ce que ce terrain n'est pas sous hypothèque bancaire? On vérifie au niveau du service des domaines s'ils n'ont pas déjà été attribués à quelqu'un d'autre que vous ne pouvez pas vérifier. Ce sont ces précautions-là que nous prenons avant de signer la convention qui est proposée. Et là, on gère vos intérêts. Parce que la convention qui est signée au nom de l'État et que nous apposons notre signature et notre cachet, la maison ne nous revient pas en tant qu'État. La maison vous revient. Donc nous protégeons vos intérêts dans la dite convention. Mais faudrait-il qu'on soit informé? Et voilà ce que nous vous proposons avec les promoteurs immobiliers. Que nous maîtrisons, que nous connaissons. Mais que vous n'avez pas l'obligation de travailler avec. Vous êtes libre. Mais notre devoir, c'est d'en identifier de bons et vous les proposer. Vous les acceptez, on accepte la collaboration. Vous les refusez, proposez-nous quelqu'un d'autre. On va vérifier s'il est bon ou pas. Et c'est dans cette dynamique-là que la confiance s'établit. Et voilà les instructions que nous avons reçues du ministre des Affaires étrangères et que lui a reçues du président de la République. Et que nous transposons, nous partageons avec vous. Effectivement, il n'y a pas de numéro de téléphone. C'est vrai. Mais dans les dépliants qui ont été donnés, il y a un numéro de téléphone de la Direction générale des Sénégalais de l'extérieur. C'est vrai, mon cher, je suis d'accord avec vous. Ensuite, les promoteurs immobiliers avec qui nous sommes venus ont donné des dépliants sur lesquels il y a le numéro de téléphone. Le contact est établi individuellement au moment de la signature de la convention maintenant. C'est là où les choses sérieuses commencent. En tout cas, nous vous donnons l'engagement au nom de l'État du Sénégal, ici devant cette tribune, que ce qui s'est passé avant nous ne se répétera pas dans l'avenir. Pour autant que vous nous donnez la possibilité de vérifier ce que vous signez. Donc, par rapport à l'accès à l'habitat, sachez encore une fois de plus que 30% des logements sociaux, ça veut dire quoi? 5 000 logements sociaux par an, parmi les 15 000 qui sont construits au Sénégal, vous reviennent. Mais organisez-vous pour s'en approprier. Si vous n'êtes pas organisé, on le donnera à quelqu'un d'autre. Parce que les Sénégalais également en ont besoin. Et à ce propos, c'est là où je vais terminer sur l'habitat. Avant 2012, l'offre immobilière au Sénégal n'était que de 5 000 logements an. Et c'était à la limite les sociétés nationales qui faisaient cette offre. La SICAP, la SNHLM, quasiment. Les promoteurs immobiliers avaient une proportion très réduite. Aujourd'hui, le président de la République a dit, vous promoteurs immobiliers, vous devez avoir la capacité de produire 10 000 logements an et que les 5 000 soient produits par les sociétés nationales. Pour qu'on en arrive à 15 000 ans. Et qu'au bout de son mandat, qu'on en arrive au moins à 50%, à réduire à 50% les demandes de logements sociaux au Sénégal. C'est ambitieux. Et l'offre est pour vous. Et il faut y croire.
Parce que nous ne sommes pas dans la démagogie. C'est du concret là. La cité de l'émergence, par exemple. Vous pensez qu'un promoteur immobilier va acheter ce terrain dans l'ancienne gare routière du Pompier de Dakar, à quelques encablures du palais de Dakar, du palais présidentiel. Un promoteur immobilier achète tout ce terrain et vendre un appartement à 40 millions. Vous pensez que c'est possible? Au moment où, au Mamel, ou à Wakam, ou à Yoff, rien que le terrain coûte 40 millions. On est loin de Dakar. Donc si un promoteur réussit à proposer 40 millions dans ce site-là, c'est parce que le terrain a été gratuit. Et voilà l'effort gouvernemental pour qu'on puisse parler de logement social. Donc dans ce domaine, ça sera l'une des recommandations fortes de ce forum que nous partageons aujourd'hui. Déjà, je vais enchaîner sur l'investissement parce que nous avons proposé qu'à l'issue de ce forum, qu'un mémorandum soit partagé avec vous tous, qui résumera l'ensemble des recommandations issues de ce forum. Et on mettra un dispositif de suivi au consulat général du Sénégal à Paris, et tous les consulats généraux en France, ils seront membres, et les associations des Sénégalais également seront membres, et on prend date. Parce qu'on va dérouler un plan d'action dans l'année 2016. Un plan d'action sera déroulé durant l'année 2016. Et dans ce plan d'action, on va essayer de faire de sorte que toutes les préoccupations des uns et des autres y figurent et que nous cherchions à les mettre en œuvre. Donc la balle ne sera pas uniquement dans notre camp, mais dans le vôtre également. Et M. Koué l'a dit tout à l'heure, parce que j'ai souvenance d'avoir reçu, alors que j'étais comme vous, assis là, il y avait le ministre des Sénégalais de l'extérieur, que certainement Madame la directrice de l'assistance et la protection sociale avait accompagné en son temps, M. Sadé Ndiaye, en tant que ministre des Sénégalais de l'extérieur. J'étais étudiant à Paris, je l'ai reçu. Je l'ai beaucoup critiqué. Je l'ai beaucoup critiqué. Donc c'est en connaissance de cause que je parle. J'ai été étudiant, j'ai reçu le ministre des Sénégalais de l'extérieur. Je suis devenu maintenant le responsable des Sénégalais de l'extérieur qui vient rencontrer des étudiants à Paris. Est-ce que vous pensez que j'accepterai, moi, que ces derniers me pointent du doigt pour avoir fauté ou avoir pris des engagements que je n'ai pas pu respecter? L'avenir nous édifiera sur ce propos. Sur l'investissement. La présence de l'APEX parmi nous n'est pas gratuite. Parce que quand on parle de la promotion de l'investissement direct étranger, c'est l'APEX qui s'en occupe. En relation avec le bureau économique. Et M. Amar est devenu notre partenaire stratégique au sein de l'APEX, parce que c'est lui qui porte la problématique des Sénégalais de l'extérieur au sein de l'APEX. Est-ce que vous savez que 10% des 2,5 millions ou 3 millions de compatriotes qui vivent à l'étranger ont un niveau d'épargne conséquent dans les banques des pays d'accueil? Je ne parle pas des associations. Individuellement, il y en a qui ont réussi leur projet migratoire. Ils sont capables aujourd'hui, à eux seuls, de mobiliser 100 millions de francs CFA pour investir au Sénégal. Mais ils ne savent pas par quel bout prendre cet investissement-là. Voilà la problématique de l'investissement productif que nous cherchons à porter aujourd'hui. Le FED est un instrument de l'État du Sénégal qui appuie l'investissement, qui stimule l'investissement, qui fait de l'accompagnement financier pour ceux-là qui n'ont pas pu épargner de l'argent dans le pays d'accueil. Un plancher de 5 millions et un plafond de 15 millions. Et c'est là où le FONGIP intervient. À partir de 15 millions, le FED ne peut plus t'accompagner. Mais quand tu es à 30, 40, 50 ou 100 millions, c'est le FONGIP qui intervient. Et depuis les indépendances, pour la première fois, on a des instruments qui financent la problématique du développement au Sénégal. Le FONGIP, le FONGIS, la BNDE. Cela n'a jamais existé depuis l'indépendance du Sénégal. Maintenant, il faut qu'on s'en approprie également pour que les résultats soient visibles. Donc la question de l'investissement nous transcende tous. Et moi,
je fais partie de ceux-là qui défendent, avec mon équipe, que le développement du Sénégal, je le crois profondément, passe par les Sénégalais de l'extérieur. Je ne sais pas si vous le croyez. Vous le croyez? Procédons au transfert de technologie, de savoir, de compétences, mais aussi transfert des capitaux. Et en problématisant la question de l'investissement, ce sont ces questions-là que nous cherchons à porter. Et l'APIX a problématisé la question du guichet, de l'investissement pour les Sénégalais de l'extérieur. L'investissement direct étranger est important, mais l'épargne des Sénégalais de l'extérieur mobilisée pour l'investissement est également extrêmement important pour le Sénégal. Et c'est notre argent à nous tous. Ce sont les fils des Sénégalais qui vivent à l'étranger. C'est le Khalis Bopula. C'est comme le secteur privé sénégalais à l'extérieur. Si on ne mobilise pas cet investissement-là, on n'en bénéficiera jamais. Donc il faut des initiatives. On va ouvrir tout prochainement un guichet à Paris. Au consulat général. Comme on l'a fait à Milan. Ah oui. Bien que vous aurez du boulot. Parce que l'investissement direct étranger, le bureau économique s'en occupe. Mais il ne s'occupe pas de l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Il ne peut pas. Parce que s'il doit s'occuper de l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, il va faire tout le mandat du président Macky qui va être le Sénégalais de l'extérieur. Parce que quoi qu'on dise, on a beaucoup de problèmes, nous. De la question de l'investissement va intervenir la question de la protection du droit, de la question de la bourse de mon enfant, de son passeport, de sa carte d'identité, parce que tout est lié. Donc si le consulat n'est pas mêlé dans cette problématique-là, il n'y aura pas de solution. Donc inévitablement, il faudrait que ce guichet, que nous appelons bureau d'appui des Sénégalais de l'extérieur. Parce que bureau d'appui technique, mais aussi sur le plan financier, ça sera les deux outils qu'on va proposer. Un accompagnement technique et un accompagnement financier. Et on va signer un accord cadre avec toutes les agences nationales. L'APIX, l'ANIDA, le FONGIP, le FONSIS, le FES, l'ensemble des structures qui s'occupent, qui ont des initiatives en faveur des Sénégalais de l'extérieur, vont être signataires de cet accord cadre-là, pour que ces bureaux puissent voir le jour à l'étranger. Et convenez avec moi que c'est la coopération française qui va nous financer ces bureaux. Parce que la coopération italienne nous a financé le bureau d'Italie. Et depuis qu'ils l'ont su, ça les a intéressés, ils sont venus nous voir à la direction générale. Et depuis que la coopération espagnole également l'a su, ça les intéresse, ils sont venus nous voir. Et c'est dans un contexte d'après le sommet de la Malte, sommet de la Valette à Malte, où le président de la République a encore fait preuve de courage. Il a refusé catégoriquement, et il a dit aux partenaires européens que nous refusons de signer les accords de réadmission de nos compatriotes vivant à l'étranger dans nos pays. Il invoque l'accord de Cotonou, dont l'article 14 ou 19, monsieur si j'ai oublié, a déjà pris en compte la question de la réadmission. Et vous voulez nous faire encore signer des accords de réadmission? Non. Et il dit mieux. Vous ne pouvez pas faire de mon fait. Vous ne pouvez pas faire de réadmission des Sénégalais au Sénégal. De mon fait. Moi, président de la République du Sénégal, président en exercice de la CEDEAO. Et c'est lui qui a porté la porte-parole de la CEDEAO. Et l'autre, l'Union communautaire. Donc c'est dans ce contexte-là où il y a un fonds fiduciaire de 1,8 milliard qui a été mis à disposition pour venir à bout des facteurs migratoires dans nos pays de départ, que nous avons pensé au plan stratégique opérationnel que M. Sissa a présenté tout à l'heure. Et nous souhaitons, et voilà la proposition que nous allons faire à la CEDEAO, que le plan stratégique opérationnel que nous avons porté, qu'il soit la référence dans la zone CEDEAO en matière de gestion des compatriotes vivant à l'étranger. Et nous sommes en phase de réussir ce pays. Parce que la position commune africaine a été décidée en Afrique avant le sommet de Malte. Et toutes les recommandations qui sont issues de ce sommet-là, du sommet préparatoire de la position commune africaine, c'est nous qui avons été à l'origine. Donc comprenez un peu que pour gérer la problématique migratoire, il faut qu'on décloisonne. Il faut une dialectique, il faut une démarche de participation, il faut des cadres, des forats comme celui qui nous réunit aujourd'hui. Donc la question de l'investissement, encore une fois de plus, nous le portons ensemble, vous êtes d'accord avec nous, ça va figurer en bonne place dans le mémorandum et dans le plan d'action pour l'année 2016. Et j'en arrive maintenant pour terminer
sur la question de l'organisation des Sénégalais de l'extérieur. Dans le décret de répartition des services de l'État, le Conseil supérieur des Sénégalais de l'extérieur a été abrogé. Il n'existe plus. Dans le décret, vous pouvez le voir dans le net, c'est le Haut Conseil des Sénégalais de l'extérieur qui a été porté sur les fonds baptismaux. En tout cas dans le décret. Nous avons déjà proposé au président la clé de répartition de ce Haut Conseil des Sénégalais de l'extérieur. Déjà le nombre de membres. Comment ils seront élus? On a procédé à la clé de répartition par pays. Et c'est le Haut Conseil des Sénégalais de l'extérieur qui sera le Parlement des Sénégalais de l'extérieur. L'interface entre le gouvernement et les Sénégalais de l'extérieur. Mais le président a dit, je suis d'accord sur la proposition, mais il faudrait également que nous puissions aller à approfondir cette question pour ériger la diaspora en circonscription électorale. Ça veut dire quoi exactement? Jusqu'ici, comment sont élus les députés qui sont issus de la diaspora? Sur les partis politiques. C'est sur la liste des partis politiques existants au Sénégal que il fallait les députés. Quand on dirigera la diaspora circonscription électorale, ils seront élus sur la base d'une liste au sein des associations. Ça ne sera plus uniquement les partis politiques, mais les associations également auront la possibilité de faire des propositions pour des mandats de députés. Ils feront de la campagne électorale comme tout le monde. C'est de la reconnaissance. Et cette reconnaissance, on en a également besoin. D'autant plus que nous sommes le seul pays au monde ou le seul pays africain qui produit ses passeports à l'étranger. Il n'y en a pas d'autre. Nous avons une capacité de production de 800 passeports jour dans le monde. CNI, numéro d'identification nationale, carte d'identité nationale. Et vous payez le même timbre que nous au Sénégal, 20 000 francs. Vous payez le même timbre que nous. Et là, je vais vous titiller. C'est pas normal qu'on paye le même timbre. C'est normal. Comment? C'est normal. D'accord. Non, c'est le même passeport, d'accord. Mais sauf que, nous, quand on paye 20 000 francs, il nous faut attendre une semaine, 10 jours ou 2 semaines ou 1 mois avant de l'avoir. Vous l'exigez à la semaine. 48 heures. Tu vas à la préfecture de Paris. Si tu veux un passeport, si tu le veux tout de suite, il y a un montant à payer. Si? C'est 30 euros. Si tu le veux tout de suite, c'est 30 euros. Si tu le veux dans 2 mois, mais là, il a raison. Si on ne peut pas avoir de passeport tout de suite. Moi j'ai attendu 3 mois pour avoir un passeport ici. En Côte d'Ivoire, si tu veux un passeport tout de suite, c'est 120 000 francs CFA. En fait, c'est un prix à payer. Le service se met à ta disposition pour qu'on te fasse tout de suite ton document administratif. Il faut le payer. C'est pas une bonne référence. Chose. Les Sénégalais au niveau national, pourquoi on a créé un fonds dédié aux Sénégalais de l'extérieur? Pourquoi? Est-ce que la question est impertinente? Elle est bien pertinente. Parce que quand ils n'auront pas les explications nécessaires, le fonds ne se justifie pas. Mais par contre, quand on leur dira qu'il y a parmi ces 2 millions de Sénégalais à l'étranger, ou 3 millions de Sénégalais à l'étranger, certains qui ont perdu leur boulot depuis 2 ans, ils n'arrivent plus à trouver du travail depuis 2 ans. Ils ont économisé, toutes leurs économies ont été utilisées pendant 2 ans. Et que ce dernier veut rentrer au Sénégal, et qu'il n'a pas de quoi rentrer au Sénégal. Est-ce qu'il ne faut pas l'aider? Voilà l'approche communauté sénégalaise de l'extérieur. Madame Diouf l'a dit tout à l'heure et M. Cissé l'a repris. La communauté sénégalaise de l'extérieur procède à une segmentation des Sénégalais de l'extérieur. Il y a ceux qui sont en situation régulière. Il y a ceux qui sont en situation irrégulière.
Et il y a nos enfants qui sont issus de l'immigration. Ça fait 3 groupes différenciés avec des problèmes différents. Maintenant, s'y ajoutent les femmes et les personnes du 3e âge. Et chacun de ces 3 groupes ou 5 groupes a un problème spécifique qu'il pose, auquel il faut apporter une solution spécifique également. Donc on n'est plus dans une approche homogène où il y a une solution pour tous les problèmes. C'est dans cette segmentation-là que nous trouvons des solutions spécifiques par rapport aux problèmes spécifiques. Et voilà ce à quoi nous vous appelons. Et voilà ce à quoi aussi les consulats généraux s'attellent au quotidien parce que la problématique elle a évolué. Donc nous tous, nous devons évoluer au même titre que cette problématique qui a évolué parce que la migration a changé de visage. Donc l'organisation, nous sommes d'accord avec vous. Nous pouvons prendre l'initiative de le faire, mais nous attendons beaucoup également de vous parce que c'est une dynamique de territoire. Notre rôle est l'animation de ce territoire-là. Et les dynamiques, on ne peut que les stimuler, on ne peut que les pousser à s'améliorer davantage. Et je termine par les rapatriements de corps. Depuis le début de l'année, sur les 126 cas de décès que nous avons enregistrés, plus de 100 ont été rapatriés par le Sénégal. Ce sont les 26 ou les 20 qui ont été rapatriés par les associations ou les daïras ou les services d'assurance des pays d'accueil. L'instrument qui nous permet de procéder au rapatriement des corps, qu'on appelle la caisse aide et secours, il était de 42 millions en 2012. 2012, quand le président était élu, il était de 42 millions. En 2014, il était à 542 millions. Et en 2016, il sera de 800 millions. Mais nous doyons. Parce que ce qu'il nous faut, c'est plutôt utiliser ces 800 millions pour agir au niveau des caisses villageoises, au sein des communautés respectives, pour que ça nous serve de contrepartie pour stimuler l'organisation à la base. Le mot durable. Et ça, c'est une réflexion qui nous interpelle nous tous. Parce que nous, on n'a pas la solution, on ne peut pas les poser. C'est une dialectique qui va nous permettre de trouver le milieu d'équilibre par lequel nous tous, on va s'entendre et on va porter ce défi. Parce que la question du rapatriement, encore une fois de plus, aucun pays au monde ne le fait. Toujours est-il que nous devons faire de sorte que l'action soit durable. C'est ça l'intérêt. Qu'on soit autonome dans la démarche. Et que cela nous permette, à chaque fois qu'un cas de drame de cette nature survienne, qu'on puisse agir quelque part sans pour autant aller chercher des cotisations ou solliciter. Mais sachez qu'au moins, l'État est là pour l'assistance dans ce domaine. Parce que la volonté politique, elle est affichée. Parce que quelqu'un qui fait passer un instrument de 42 millions à 800 millions, il a de la volonté politique. Et c'est comme du reste le FES. Il était de 330 millions ou 340 millions en 2012. Quand j'ai hérité du FES, en tant qu'administrateur du FES, 340 millions d'Afrique. Vous avez entendu Mme Guy qui vous parle de 2 milliards aujourd'hui. Hormis le fonds mis à disposition des femmes de la diaspora. Une discrimination également positive pour les femmes de la diaspora. Pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, un pays du Sud intervient dans un pays d'accueil occidental en procédant à du microfinancement. Quand j'ai partagé l'idée, dans le cadre des accords de la commission mixte avec la France, ils ont voulu, à la limite même, nous relever au second plan, considérant qu'il n'y a pas beaucoup d'actions du gouvernement dans les pays d'accueil. Voilà. J'ai partagé l'idée du financement des femmes de la diaspora. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait une évaluation du PAISD. Et ils ont demandé au PAISD de s'intéresser au financement des femmes de la diaspora. Parce qu'ils ne savaient pas
que le Sénégal intervenait en France en accompagnant des femmes, en leur faisant permettre l'accès au microcrédit, au microfinancement. Et en son temps, on était juste à 200 millions de francs CFA. On est à combien pour la France, Mme Gueye? On est à 200 millions. 200 millions? Plus 100 millions additionnels. Plus 100 millions additionnels, oui. Pour les autres consulats généraux. Voilà, qui va arriver pour le mois prochain. Pour le mois prochain. Donc nous serons à 300 millions en France. On est déjà à 300 millions. Oui, parce que l'argent est disponible, les fonds sont disponibles depuis 2 mois, mais il faut redistribuer en réalité. Mais c'est dans les fonds du consulat. D'accord. Donc là encore, une fois de plus, comprenez que cette initiative n'est rien d'autre. Voilà. Que cette initiative n'est rien d'autre qu'une action pour montrer la présence de l'État auprès de ses compatriotes femmes, une couche vulnérable, exposée à la migration, et qui n'a rien à voir avec l'action politicienne ou politique. Elle s'inscrit dans la durabilité. Mais nous, nous avons une action pour nous. Parce que tout à l'heure, comment elle s'appelle, Madame non, c'est pas Rokhaya, c'est Madame Diarra, qui en a fait allusion. Si on ne s'approprie pas le financement de la femme de la diaspora, tout d'être, il faut qu'on s'en approprie. Et ce n'est pas destiné aux femmes de l'APR. Et pour la petite histoire, la première fois qu'on a partagé les termes de référence du financement des femmes de la diaspora à New York, parce que New York n'est dit que financer, devant le président. Quand j'ai fini ma présentation, il m'a dit, tu as fait une bonne présentation, mais New York fait 10 pour Digeni. Parce que dans les termes de référence, le cahier de charges qui a été établi, ce qu'on avait un peu exigé pour le paiement obligatoire de ce financement-là, nous l'avons appliqué parce qu'il dit que c'est 10. À la limite même, certains le considèrent comme un fonds social, un fonds d'aide sociale. Moi, je vais approprier au problème. Et c'est une bonne initiative. Je vous assure que c'est une très bonne initiative. Et l'autre, c'est pour davantage impacter la migration sur le développement au Sénégal. Parce que 2007, 2008, 2009, crise financière en Occident, il y a eu plus de 99 milliards qui a quitté le Sénégal, qui est retourné en Occident. Mais oui, la crise a fait qu'il fallait que vous utilisiez vos économies, vos comptes bancaires qui sont au Sénégal. Donc l'action financement des femmes de la diaspora s'inscrit dans cette dynamique-là. C'est pour freiner le flux inverse qui quitte le Sénégal, parce que c'est une perte de devise. Michel Amar vous l'a dit, différentiel entre l'exportation et l'importation est énorme. Et les envois d'argent qui arrivent au Sénégal, nos balances commerciales ne seront jamais équilibrées. Mais il faut faire mieux que ça maintenant. Donc c'est dans cette action-là que s'inscrit les financements de la femme de la diaspora. J'ai été long, Marty Djegoulou, mais je pense qu'il fallait vous tenir un propos pour que vous compreniez exactement notre démarche. Et cette démarche n'est rien d'autre qu'une démarche d'implication, d'organisation, de mobilisation des Sénégalais de l'extérieur pour un impact positif de la migration sur le développement économique et social du Sénégal. Et pour nous, que cela nous transcende, qu'on s'oublie, qu'on ne pense pas à l'APR, qu'on ne pense pas au PDS, qu'on ne pense à aucun parti politique, mais qu'on pense au Sénégal. Au mois de février ou au mois de mars,
on va revisiter les accords qui nous lient avec la France en matière de protection sociale et de portabilité des droits. Sur instruction du président Hollande, qui a accepté toutes les réclamations du Sénégal, pour une fois, ces accords qui nous lient et qui remontent en 1974, qui ont été une fois revus dans les années 1980, seront remis sur la table pour que les droits des travailleurs sénégalais en France soient plus que jamais mieux pris en compte en matière de portabilité et d'accès à la retraite. Merci beaucoup.